J'aime beaucoup les approches d'éducation aux médias et à l'information qui partent de supports réels. Ça peut être des choses que les médiathécaires mettent en place seuls ou en faisant venir des intervenants dans les médiathèques. C'est quand même une des possibilités. Mais je sais que j'avais participé à une activité sur les représentations statistiques, par exemple. On n'en a pas trop parlé, mais des représentations graphiques fausses. C'est-à-dire que vous avez un diagramme, un fameux camembert, avec un 30% qui prend la moitié du camembert au lieu de prendre vraiment à peu près un tiers. Et ça, c'est des ateliers qui marchent bien parce que si vous voulez déconstruire, on parlait de choses très théoriques, de rhétorique, etc. Ça s'adresse à un public qui est déjà assez informé, assez volontaire et assez motivé. Si vous faites des ateliers très basiques, et ça peut être juste des panneaux d'expo dans la bibliothèque qui servent à lancer des discussions avec les usagers, vous mettez une figure statistique fausse avec juste une petite question, à votre avis, pourquoi c'est faux? Et à partir de ça, la discussion s'engage. Et selon la personne que vous avez en face de vous, la discussion va être plus ou moins longue, va porter sur des sujets plus ou moins complexes. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de partir du quotidien de vos usagers et de leurs besoins. Pas d'essayer de leur imposer du contenu d'esprit critique, ça touchera qu'une faible partie des gens, mais plutôt d'essayer d'interpeller tout le monde de façon assez large pour lancer des discussions. Et une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez organiser des événements plus pointus parce que votre public va avoir envie de creuser le sujet. Donc, rendez le sujet intéressant. Pour l'éducation aux médias et à l'information, comme pour tout le reste, c'est la première étape si vous voulez toucher le plus de personnes possible. La logique d'un réseau, c'est la collaboration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui diffuse son savoir, il y a un échange qui est quotidien. Et comme dit Tania, c'est intéressant de faire ça aussi dans une médiathèque où on va d'abord interagir avec l'usager, lui poser des questions sur son vécu, son ressenti. Moi, je pense aussi qu'il faut valider, il ne faut pas dire simplement les réseaux, c'est pas bien, parce que les gens vont dire, bah si, voilà, réactance basique. Il faut dire, les réseaux, on y est tous, moi aussi, etc. Maintenant, voyons les problèmes. Comme ça, en fait, on est tous les deux ensemble sur une problématique et pas moi contre l'autre, les réseaux contre pas les réseaux. Donc, accepter que les réseaux font partie de notre quotidien, faire interagir par des questionnements sur des graphes qui sont vrais ou faux, sur des affiches, etc., pour attiser la curiosité naturelle. Et ensuite, c'est une porte d'entrée pour ensuite faire réfléchir sur les limites des réseaux et tout ce qu'on a discuté, tout ce dont on a parlé là durant cette heure. Je rajouterais juste un point par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que aussi, et je rejoins aussi Tania, Antonin, c'est le fait que l'éducation aux médias et à l'information, c'est un effort collectif auquel tout le monde doit participer. Et il faut penser ça dans une vue plutôt en perspective, on va dire, pluridisciplinaire, et faire participer plusieurs acteurs à la fois pour justement essayer de voir en fait d'abord comment, par exemple, sur la culture de l'information, comment l'information elle est produite, tous les cycles de, de, de diffusion, de partage de l'information, pour justement que les usagers, notamment la jeune génération, se mettent en position d'un acteur. C'est-à-dire si moi, par exemple, je vais produire un contenu, par quelle étape en fait, je vais passer et quel est le processus. Ça permet aussi d'avoir en fait, une idée sur comment l'information elle est produite et comment elle circule. Et c'est ça ce qui pourrait aussi aider ces usagers, généralement les jeunes, d'avoir un recul par rapport au contenu partagé par les autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est à travers les ateliers qui sont aussi, il y a pas mal d'ateliers qui sont organisés par les bibliothèques et les médiathèques. Ces ateliers-là, il faut que ça soit aussi un espace d'échange avec tout le monde, tout en prenant en compte aussi des sujets qui intéressent le public. Donc, il y a des sujets qui sont vachement intéressants pour tout le monde et qui ne concernent pas, par exemple, du sujet qu'on a en face dans les ateliers. Donc, il faut que ça soit aussi un travail personnalisé par rapport à ça. C'est un peu, en partie, de l'empathie envers en fait, notre public pour le comprendre et essayer de partir de leur aussi sujet qui leur intéresse. Ça, ce qui permet aussi en fait, qu'on les engage aussi dans un débat, dans l'échange, de les capter. Je rebondis sur ce que dit Maher avec un point anecdote, même si ce n'est pas très scientifique. C'est en fait une anecdote qu'a dit Viviane de la chaîne Syllabus, qui est une chaîne aussi de vulgarisation scientifique que je vous conseille absolument. Et en fait, elle explique qu'un de ses maîtres de stage, je crois, a fait une conférence sur le danger, sur les ondes.
Et elle disait justement ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est que pareil, des ondes, des effets des ondes, c'est pas pareil quand on en parle avec des pairs scientifiques et avec un public qui peut avoir des craintes par rapport aux ondes, par rapport à, je vais dire LinkedIn, non, par rapport au, par Linky. rapport merci Linky. Voilà. Et donc, et en fait, donc il a fait une intervention, peut-être en médiathèque, je ne sais pas. Et en fait, il a commencé la question en disant, à votre avis, est-ce que les ondes sont dangereuses? Et de public, en disant, bah voilà, il va nous dire, bah, les ondes ne sont pas dangereuses, on est idiot de penser que les ondes sont dangereuses. Et donc, je ne sais plus ce que le public répond, et lui dit, mais en fait, si les ondes sont dangereuses. Il commence comme ça. En fait, c'est génial parce que ça induit une validation des craintes des gens. Parce que certaines ondes sont dangereuses, c'est vrai. Et donc, en fait, il dit, voilà, les ondes sont dangereuses, c'est vrai. Maintenant, il y en a qui ne sont pas dangereuses. Et en fait, c'est comme ça qu'il a abordé. Et donc, je pense vraiment que l'acceptation des craintes des gens, même si elle est partielle, permet de montrer qu'on est une seule équipe qui essaie de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, et pas une sorte d'affrontement entre les élites scientifiques et le public, parce que déjà, ça voudrait dire par défaut que le public n'est pas intelligent. Enfin, c'est assez malsain. Donc, juste dire, voilà, on a tous des craintes, moi le premier, etc. Maintenant, voyons ensemble, pour le cas présent, comment est-ce qu'on peut faire pour trier le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Voyons ça ensemble. En 2 mots, empathie et bienveillance. À ne jamais oublier, surtout sur des sujets sensibles comme ça, qui peuvent crisper le public.